RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et notre invité, donc Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a évoqué l'affaire Fillon, on en était resté à Marine Le Pen. Vous disiez, dans le fond, qu'elle était forcément présente au second tour, mais beaucoup disent, dans le fond, ce plafond des 50%, qu'elle n'arrivera pas à percer. Et je vous rappelais il y a quelques instants qu'effectivement, pendant les départementales ou les régionales, on s'imaginait le Front National avec des dizaines de régions ou de départements. Il n'en a rien été. Est-ce que vous pensez que ce plafond de verre dont on parle, ce plafond des 50%, Marine Le Pen peut le dépasser aujourd'hui ? Bon, ou on s'amuse à se faire peur d'abord, je vous rappelle qu'il a fallu mon engagement personnel pendant 6 mois. Je n'étais pas forcément destiné à m'engager aux élections régionales. Que peut-être un candidat là, je parle de la présidentielle. Qui a un peu moins de notoriété face à elle aurait pu perdre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme si Xavier Bertrand ne s'était pas engagé lui-même en mettant toutes ses forces dans la bataille. Je l'ai dit, mais je le redis. Oui. Et pour avoir vécu cela, je n'écarte pas que le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui permette, parce que des électeurs sont excédés aujourd'hui, parce qu'ils en ont assez de vivre. Excédés par quoi ? Par cette espèce de rejet d'une vie politique où ils ont l'impression qu'elle n'apporte plus d'espérance aux Français. Ce sont les rejetés de la mondialisation, ceux qui sont sur le bord du chemin, plus d'1 million de chômeurs de Marine plus. Le Pen, elle parle à ces gens-là. Mais nous parlons à ces gens-là, si ce n'est que mais le climat. Mais la seule différence, c'est qu'elle n'apporte pas de solution. Elle n'a jamais été au pouvoir. Expliquez-moi. Mais c'est-à-dire, vous parlez d'espérance, mais les gens, au fond, c'est pas tant de l'espérance que des résultats qu'ils veulent quand même. Le problème, c'est que lorsque l'on parle, par exemple, d'un programme économique et politique et surtout monétaire, aussi extravagant que celui du Front National, quand on passe qu'aujourd'hui, nous sommes à 6 300 milliards de dette extérieure en France, et que la seule dévaluation que provoquerait un retour au franc amplifierait cette dette par plus de 50%, avec des conséquences que personne ne peut imaginer sur la vie quotidienne des Français, sur le fait même qu'ils pourraient ne plus retirer sur leur compte en banque ce qu'ils ont pu placer comme épargne, et que personne n'attire l'attention des Français là-dessus, qu'elle se place au-dessus de la justice. Oui, comment vous expliquez que les affaires ne la poursuivent pas, comme Fillon, par exemple, dans votre camp Mais tout glisse. Pourquoi elle y échappe ? Madame Le Pen se voit réclamer par le Parlement européen pour des emplois d'attachés parlementaires fictifs. Mais elle fait un bras d'honneur et personne... Elle dit « allez vous faire voir ». Et puis vous avez des gens qui disent « elle a raison de dire « allez vous faire voir ». Il y a des moments où je me demande si François Fillon ne devrait pas pratiquer de la même manière. Après tout, c'est un truc qui marche bien. La différence, Christian Estrosi, c'est que Marine Le Pen, elle marche sur l'eau. Je ne peux l'accepter ni pour l'un, ni pour l'autre. Simplement, si nous avions édicté des règles qui soient au Parlement français, les mêmes règles que le Parlement européen, sur le contrôle des personnes qui sont embauchées, qui sont engagées, qui sont à votre service, peut-être que ça nous éviterait bien des déboires. Lorsque Madame Le Pen ne répond pas à un juge d'instruction, je l'ai dit tout à l'heure, mais quel est le Français qui pourrait ne pas répondre à un juge d'instruction sans prendre le risque d'avoir de lourdes sanctions demain ? On dirait qu'elle est au-dessus de tout cela. Je ne peux pas continuer à l'accepter. Lorsque Madame Le Pen propose que nous allions à la retraite à 60 ans, alors que nous savons que nous avons un déséquilibre où la retraite par répartition ne pourra pas garantir dans 5 ou 6 ans de cela à tous les pensionnés de pouvoir toucher justement leur pension. Mais qui peut encore faire confiance à un programme comme celui-là ? Alors, et pourtant, ça passe. Voilà pourquoi mon devoir est de m'engager. Mais comment vous expliquez tout ça ? publie. Comment vous expliquez tout ça ? Elle hypnotise les journalistes et les Français, elle ses parle au trip des sympathisants. Français, Non, j'explique tout ça parce que nous n'avons pas su nous réformer et que les gens ne votent pas par adhésion, ils votent par rejet. C'est la candidate qui sert de rejet. On se dit, tiens,
Non, mais on a une cette possibilité. explication-là, elle valait il y a quelques années, quand Oui. ils faisaient 7, 8, 9%. Mais quand ils sont dans des scores comme aux européennes, c'est pas crédible. Je dis, quand on est confronté au terrorisme comme nous le sommes, et que nous ne faisons pas les réformes nécessaires, dans un esprit quelquefois d'unité nationale d'ailleurs, quand nous sommes confrontés à un code du travail de je ne sais combien de centaines de pages qui aujourd'hui paralysent toute notre activité, quand on voit qu'un jeune ou deux jeunes qui montent une start-up et qui, dès la première année, voudraient réinjecter la totalité de leurs dividendes, se voient prélevés par le fisc, ce qui n'est pas le cas à Londres, mais qui est le cas en France, 30% de ces dividendes, plutôt que de leur laisser réinjecter à 100% dessus, ce qui provoque forcément que ceux-ci partent développer leur projet d'innovation à l'extérieur de nos frontières. Ce sont autant de sujets aujourd'hui qui exigent que la France se réforme. Et qu'est-ce qui fait que la France ne se réforme pas? Pardon, Roselyne Febvre. C'est que vous avez cette espèce de caste, d'élite, de messieurs pépis qui, sous un gouvernement de droite, de gauche, de droite, de gauche, président de la SNCF, sont au-dessus des ministres des Transports, c'est-à-dire au-dessus des choix faits par les Français aux élections, au-dessus d'un président de région qui pourtant se voit confier par la loi l'autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux dans sa région et qui doit endurer 90 jours de grève avec des usagers pris en otage tous les jours. Que vous avez un monsieur Schramek qui, il y a 20 ans, était secrétaire général du Conseil constitutionnel, puis directeur de cabinet du Premier ministre, et puis président de je ne sais quoi, pour être aujourd'hui président du CSA, et qui, ensemble, dans l'entre-soi, font en sorte, quel que soit le choix des Français, que rien ne change. Eh bien, il est temps que tout ça change. Non, ça fait des années que je m'en rends compte. Ça fait des années que je suis confronté à ces blocages. Mais il y a une différence avec certains de ceux qui parlent au Parlement, qui déposent des amendements, qui sont toujours dans le commentaire. Moi, je ne suis pas dans le commentaire de tous ces intellectuels, de tous ces économistes qui se trompent toujours. Moi, je suis dans l'action. Moi, je construis des lignes de tramway. Moi, je livre des universités. Je livre des hôpitaux. Je bâtis l'avenir d'un territoire. Je fais et j'arrive à être dans des rapports de force énormes avec des contre-pouvoirs qui essaient de m'empêcher d'agir. Et donc, je mesure à quel point tous ces contre-pouvoirs que j'arrive à casser au plan local doivent être cassés à l'avenir, pour l'avenir national de notre pays et redonner de l'espoir aux Français. Ouais. On parle d'un mot des banlieues, parce qu'au fond, tout ça, c'est votre livre, et on vous a dit qu'on allait y venir. Et c'est une bonne illustration, les banlieues. Ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues, depuis l'arrestation violente et assez terrible du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois, des émeutes se produisent presque quotidiennement dans un certain nombre de villes. On va d'ailleurs écouter François Hollande, qui s'est rendu aujourd'hui à Aubervilliers et qui s'est adressé aux jeunes dans cette sur la formation, voilà. C'était sur le travail. Oui, au départ, c'était sur l'emploi, mais enfin, bon, on l'écoute et puis on y revient. Il n'y a pas de vie en commun s'il n'y a pas de respect. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés, lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Respect. Et je refuserai aussi toutes les provocations. Tous ceux qui veulent diviser, qui veulent séparer, qui veulent opposer, qui veulent briser ce qui est la vie en commun. Nous avons besoin d'être ensemble. Est-ce que les mots du président de la République, là, sont pour vous ce que vous attendiez? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce qui est en train de se passer dans les banlieues? Bon, allez, que le président de la République aille visiter Théo, c'est l'État qui est allé rendre visite à Théo. Et ça, c'était il y a quelques jours. Et nous nous sommes tous retrouvés, en tout cas, moi, je me suis reconnu derrière le président de la République, ce garçon qui a souffert dans sa chair et dans sa propre identité, sa propre personnalité, le martyr. C'est normal. Mais que le chef de l'État, à la tête du gouvernement français, malgré tout, ait accepté qu'il y ait des manifestations alors que nous sommes en état d'urgence, que nous sommes dans un plan Vigipirate avancé, c'est anormal. Nous savons aujourd'hui que... C'est les dictatures qui empêchent les manifestations, Christian Estrosi, tout de même. Alors, est-ce que l'état d'urgence a encore un sens quand on est en guerre? Non, mais interdire une manifestation... Est-ce que quand on est en guerre... Oui, mais vous ne pensez pas que nos policiers, nos militaires, nos services de renseignement doivent être mobilisés contre tous ceux qui, comme la semaine dernière... ont risqué de commettre un attentat à Montpellier. Donc vous auriez interdit qui sont déjoués de partout. Mais je l'aurais interdit. Et nous savons que dans toute manifestation, s'il y a 95% de gens qui manifestent pacifiquement, il y a malheureusement ceux qui cassent, ceux qui brûlent, ceux qui ont même brûlé la voiture de certains de vos confrères, celle d'RTL. Est-ce qu'on peut accepter ça? En même temps, je n'ai pas vu de manifestation aussi importante derrière nos policiers.
lorsque certains ont envoyé un cocktail Molotov dans une voiture de police avec deux blessés extrêmement graves. La police mérite d'être respectée tout autant. S'il y a 3 individus qui ont fauté dans la police, les juges diront ce qu'ils ont à dire et sanctionneront ce qu'ils ont à sanctionner. Mais quand on voit combien nos policiers sont confrontés aujourd'hui à une situation si difficile, ils ont besoin aussi d'être encouragés. Ils sont aimés par les Français. Les Français savent qu'ils les protègent. Et mon devoir, c'est aussi de dire cela. Et le problème des banlieues, c'est pas d'être dans l'immédiateté, de dire à chaque fois « allez, respect », et puis on a oublié la police de proximité, et puis chacun a son bon mot le jour où il y a un problème. Mais pourquoi il y a un problème? Alors qu'il y avait des solutions pour qu'il n'y ait plus de problème. Jean-Louis Borloo, il y a quelques années de cela, a bâti l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Nous voyons que dans tous les quartiers de France, où les élus locaux ont fait usage de la rénovation urbaine, comme je l'ai fait dans ma ville. 750 millions d'euros, certes, c'est un choix budgétaire que j'ai fait sur 3 grandes cités. Casser des tours, apporter de la mixité, apporter des équipements publics, apporter des entreprises, de l'emploi, de la formation pour tous ces jeunes. Eh bien, nous voyons qu'il n'y a pas de problème. Et là où il y a des problèmes, c'est là où ce travail n'a pas été fait durablement au cours des 20 dernières années. On va passer quand même, on est un peu arrivé dans le désordre, mais c'est pas grave, hein. On suit finalement votre fil conducteur, mais nous voulions parler de votre livre, on en a, et de cette fameuse bourgeoisie d'État. Vous ne m'inviterez plus. Mais pas du tout, vous revenez quand vous voulez. Mais je voudrais quand même vous interroger sur, toujours François Fillon, mais sur le fond cette fois. Cette fois, puisque je vous le disais tout à l'heure, vous aviez été un des premiers... vous a appelé déjà les frondeurs des Républicains pour qu'il amende, pour qu'il réajuste son programme que vous trouvez trop dur et trop brutal. Et ce week-end, François Fillon était en déplacement sur l'île de la Réunion et il a affirmé que tant que la situation de l'emploi là-bas ne sera pas meilleure et le chômage aussi critique, eh bien, les Outre-mer ne seraient pas concernés par le plan de réduction de fonctionnaires. Or, on le sait, il veut supprimer 500 000 fonctionnaires et son argument massu, c'était le chômage doit appeler des réformes et des sacrifices. Et là, on ne comprend pas trop. L'outre-mer ne serait pas concerné. Vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures, on ne comprend pas bien. On croyait que François Fillon était un austère et finalement, il ne l'est pas pour lui. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans tout cela? Globalement, il faut le dire, François Fillon, au sort de sa victoire aux élections primaires, a dit « Mon projet, ce sera celui des primaires ». J'ai fait partie de ceux qui ont considéré que, bien évidemment, je voulais loyalement lui apporter mon soutien, mais je demandais qu'un certain nombre de points soient amendés, que parler de dimension sociale... Pose une question précise. Oui, mais ça en fait partie. Écoutez, j'ai été, comment on peut avoir 2 discours à 2 endroits différents? J'ai été ministre de l'Outre-mer, je connais bien la situation de la Réunion, mais aussi de la Caraïbe notamment, ou de la Guyane, et qui sont des situations où la formation, l'emploi des jeunes sont encore plus précaires qu'ailleurs. Bon. Pour autant, y compris en métropole, nous savons très bien qu'annoncer 500 000 suppressions de fonctionnaires, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole, mais c'est pas je suis moi-même en train de recruter 130 policiers municipaux de plus. Personne ne m'expliquera demain qu'il faut supprimer des postes de policiers, de fonctionnaires de collectivités territoriales dont nous avons besoin. Et je sens que tout doucement, François Fillon, avec une certaine sagesse, est en train d'amender une part de ce problème. Sur la dimension sociale, la prise en compte des observations qui se font. Le discours de la Villette de François Fillon avait déjà beaucoup amendé le volet social et le discours que nous devions d'adresser aux classes moyennes. Nous voyons donc que nous sommes rentrés dans la réalité du débat de l'élection présidentielle et plus des primaires, et que forcément, il y a des réalités à prendre en compte, qu'il reste encore des volets sur la fiscalité, où je souhaite d'ailleurs être entendu. Je pense qu'aujourd'hui, redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est baisser l'impôt sur le revenu dans des proportions suffisamment conséquentes, c'est aujourd'hui baisser les charges sur les entreprises de manière suffisamment conséquente, et sans doute pas augmenter la TVA, dont nous avons vu les conséquences d'ailleurs entre 2 tours des législatives, rappelez-vous-en, en 2007, et dont nous avons vu les conséquences chaque fois qu'on a procédé par ce moyen, puisque ça touche au pouvoir d'achat de tous les Français. Alors, Christian Estrosi, vous allez être content. On va rester sur votre livre maintenant, jusqu'à la fin de cette émission. Votre livre qui s'appelle
il faut tout changer, et dans lequel vous dénoncez, je vous cite, cette aristocratie qui s'est accaparée la démocratie, planquée derrière ces conservatismes pour que perdure l'entre-soi. J'ai presque envie de vous dire, sortez de ce corps, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Tout simplement en raison de la citation que je viens de faire. Mais vous ne croyez Il faut tout changer, ça rappelle. C'est l'antisystème. Il faut tous les virer. Et l'antisystème. l'entre-soi et la préservation de ces petits privilèges, de ces petits avantages. C'est au fond un peu vous êtes un peu dégagiste. C'est anti-élite. Est-ce que vous savez que lorsque... Allez, nous gagnons les présidentielles, nous gagnons les élections parlementaires, nous mettons en place un nouveau gouvernement. Est-ce que vous savez que le prochain ministre de Bercy sera obligé de faire avec la haute hiérarchie qui, pendant 5 ans, a mené la politique des socialistes? Parce que cette fonction publique est immuable. Oui. Eh bien, il faut casser tout cela. Il faut mettre en place un spoil system qui permette, lorsqu'on arrive au pouvoir, de pouvoir mettre les gens qui vont vous accompagner dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, les réformes pour lesquelles vous avez été élus. Faire des shadow cabinets, les Français n'arrivent pas à comprendre pourquoi chaque fois que nous sommes élus, nous ne respectons pas la parole donnée, qu'elle ne se transforme pas en parole tenue. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cet entre-soi où tous ces gens-là, qui ont des carrières de garantie pour 40 ans, se protègent sur le dos de l'exercice de la démocratie et du choix des Français. Il faut casser impérativement cela. Mais comment est-il possible, lorsque je suis élu président de la région, que je doive supporter un directeur de Pôle emploi dirigé par le ministre de l'Emploi, alors qu'une de mes compétences, c'est celle de l'emploi et de la formation? Comment est-il possible qu'on ne comprenne plus rien dans l'éducation nationale entre celui qui est ministre de l'Éducation, celui qui est en charge au niveau de la région les lycées, celui qui est en charge au niveau des départements les collèges, celui qui est en charge l'école primaire ou l'école maternelle au niveau de la collectivité communale? Il faut un interlocuteur identifié pour que les Français sachent à qui s'adresser. Alors, vous dénoncez tout ça aujourd'hui, vous n'avez pas totalement tort, mais dans votre livre, il y a un passage qui s'appelle « Sarkozy, j'ai été, Sarkozy, je reste ». Cependant, tout ce que vous décrivez là, le système Sarkozy, c'était ça. Rappelez-vous, je ne vais pas vous rappeler l'affaire de l'EHPAD, où Nicolas Sarkozy avait déclenché un tollé parce qu'il voulait mettre son propre fils à la tête de cet établissement public. Ah oui, mais attendez, soit vous dites... on ne veut plus de cette vieille politique. Je vous écoute, je répondrai. Voilà. Et avec beaucoup de transparence. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans vos propres contradictions? Je reste Sarkozy, j'ai de l'amitié. Pour moi, c'est l'homme qui a le plus compté en politique. Ça n'est ni un problème. Et c'était un système, le système Sarkozy. Je suis gaulliste. Et je ne me réfère à personne d'autre sur ma vision d'avenir de notre pays et la place qu'elle doit occuper sur la scène internationale. Mais... si je vous pose la question de savoir qui préside l'Union européenne aujourd'hui. Oui, là, vous me changez de sujet, là. Mais non, je ne change pas de sujet. Le seul nom qu'on ait en mémoire qui ait présidé l'Union européenne ces dernières années, c'est le nom de Nicolas Sarkozy, qui avait réussi à tenir tête au président des États-Unis, au président de la Russie, à éviter un bain de sang en Géorgie. C'était une méthode où la France avait retrouvé sa place sur la scène internationale. Vous faites de la vieille politique en me faisant de la langue de bois, Christophe. Lorsque je ne fais pas de la langue de bois, je parle d'une méthode de gouvernance, pas d'un système. D'une méthode de gouvernance, pas d'un système. Lorsqu'il a fallu, et j'étais le ministre de l'Industrie de l'époque, sauver Peugeot, Citroën, Renault, vous savez qu'ils allaient disparaître alors que nous sommes le pays fondateur de l'industrie automobile. Et c'est celui qui vient de démontrer, là où depuis 10 ans on n'était plus capable d'accueillir un Grand Prix de Formule 1 en France, que c'est sous ma présidence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que nous ramènerons en 2018 l'organisation d'un Grand Prix de France qui est l'épreuve sportive la plus regardée par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Eh bien, nous avons réussi en quelques jours seulement à sauver l'industrie automobile française, avec la prime à la casse, avec le triplement du crédit impôt recherche. C'est formidable. Christian Estrosi, il y a une différence entre vous et nous, c'est que vous n'avez pas d'oreillette et que vous n'entendez pas qu'on nous dit que c'est terminé, que l'émission est finie. On peut retrouver tout ce dont vous parlez dans votre bouquin.
Mais oui. Bien sûr. Hein, il et faut Mardi tout changer. Politique, on peut le retrouver mardi Bah prochain. oui, et puis surtout sur Voilà, france24.com et RFI d'ailleurs. Exactement. Donc merci, donc il faut tout changer aux éditions Albin Michel. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.